now I have the honor of inviting His Excellency Mr. André Lite Asebea, Minister of Human Rights of the Democratic Republic of the Congo, to make his statement. Monsieur le Président, chers membres des Nations Unies, la République démocratique du Congo, pays post-conflit, porte encore aujourd'hui les stigmates de ces longues années de l'instabilité au plan sécuritaire. Et vous conviendrez avec moi, je me devais de le préciser à liminaire de mon propos, c'est notre chef de l'État qui aurait dû être là pour effectivement prendre part à cette réunion de haut niveau à la suite d'une invitation lui adressée à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, par Madame Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, qui a séjourné dernièrement en République démocratique du Congo et que j'ai eu l'honneur d'accueillir d'abord à Bunia et ensuite à Kinshasa, où je l'ai amené auprès du chef de l'État, ensuite auprès du Premier ministre, chef du gouvernement. Et je disais donc que la République démocratique du Congo, pays post-conflit, porte encore aujourd'hui les stigmates de ces longues années d'instabilité au plan sécuritaire. Bien plus, de nouveaux cas de violence entre communautés ont été observés dans certaines provinces du pays. Et ceci, comme vous pourriez effectivement vous en rendre compte, débouche souvent à des situations de tueries de masse, des viols, des enrôlements forcés des enfants par des groupes armés, et qu'il arrive aussi malheureusement que l'on observe quelques cas de recours disproportionnés à la force. Sous ces derniers volets, des efforts considérables ont été fournis, mais cela va de soi, la République démocratique du Congo, mon pays, ne peut et ne veut en rester là. Aussi, considérant la recommandation formulée par la résolution 3820 du Conseil des droits de l'homme en son point 7, notamment en matière de lutte contre l'impunité et la réconciliation telle que cela a été recommandé, permettez-moi la tautologie, ainsi que la nécessité de traiter les causes profondes du conflit en RDC pour prévenir la répétition des violences. La République démocratique du Congo se doit de mettre en œuvre le mécanisme de justice transitionnelle, sans quoi l'état de droit, cheval de bataille de mon gouvernement, rencontrerait de sérieux écueils, outre que cela répond également aux recommandations de ses partenaires qui se sont déclarés prêts à l'accompagner dans cette démarche. L'implémentation de la justice transitionnelle a comme approche judiciaire celle victimocentrique, telle qu'en a attesté l'expérience des pays où elle a été mise en œuvre. Je pourrais citer le cas de l'Afrique du Sud, du Chili et puis plus près de chez nous, du Rwanda. Il s'avère opportun à cet effet de miser sur la création d'un fonds national au profit des victimes de violations graves des droits de l'homme et de son corollaire qui se trouve être le cas échéant, Conseil national de prévention et de transformation des conflits, que le gouvernement devra intégrer dans sa stratégie globale de pacification du pays. Une sorte de structure vérité-réconciliation, pour faire simple dans le sens de ce que nous appelons à terme conceptuel Conseil national de prévention et de transformation des conflits. Nous adoptons à cet égard une approche holistique, Monsieur le Président, intégrant tous les secteurs impliqués, amenés notamment par le ministère de la Justice et celui des droits humains. Cela pourrait passer notamment par une commission interministérielle. Et naturellement, les actions à réaliser dans un tel cadre consisteraient entre autres à libérer à travers tout le pays tous ceux qui sont éligibles à la libération conditionnelle, y compris tous ceux qui sont détenus illégalement, conformément à nos lois. Lorsqu'on a purgé sa peine à un quart en termes de pourcentage, on est éligible à partir du moment où on a prouvé à l'administration pénitentiaire que l'on était à même de réintégrer la société et de devenir un bon citoyen. Proposer à la grâce présidentielle et les condamnés qui y sont admissibles. Évidemment,
lorsque nous disons admissible pour ces cas d'espèce, ne seront pas concernés tous ceux qui sont reconnus coupables et condamnés du fait des viols massifs, d'atteinte à la sécurité de l'État, des corruptions et que sais-je encore. Faire voter un moratoire contre la poursuite des journalistes dans le cadre de l'exercice de leur métier. Par rapport à cette question en RDC, avant d'en arriver à la dépénalisation du délit de presse, parce qu'il y a tout un processus complexe et requis à la matière, étant un pays qui a un parlement bicaméral, il va de soi que très rapidement, on devrait adopter par l'Assemblée nationale, harmoniser entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce qu'ils ont adopté déjà la proposition de loi, mais qui a été à des termes différents et par les faits, on se devait donc de faire en sorte qu'on puisse bien entendu arriver à adopter une loi qui permette à ce que les journalistes soient protégés dans le cadre de l'exercice de leur profession en République démocratique du Congo. Réactiver le projet de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Encore une fois, par rapport à cette question, c'est aussi au niveau de l'Assemblée nationale, adopter encore une fois des termes contradictoires avec le Sénat. L'harmonisation pourrait intervenir à la session prochaine de mars. Et si cette question, nous pourrions également désormais disposer en RD Congo d'une loi qui protège de façon singulière tous les activistes des droits de l'homme. Poursuivre l'assemblement des réformes des services de sécurité et de défense conformément au plan IFRA. À la matière, depuis déjà 2010, plusieurs plans ont été mis en œuvre. Et c'est un processus, ça ne se fera pas comme par baguette magique. Plusieurs plans qui ont été mis en place depuis lors continuent à donner les résultats escomptés et nous croyons que par rapport à ça, nous pourrions également faire en sorte que les services de sécurité de notre pays soient professionnels et à même de donner satisfaction aux Congolais. Monsieur le Président, ces actions donneraient une suite logique à tout ce que nous avons déjà accompli en état record dans le cadre de promotion des droits humains et qui en dit long sur la volonté politique qui anime la RDC par rapport à l'exigence constitutionnelle de garantir le respect, la défense et la promotion de tous les droits de l'homme. En arrivant au pouvoir, le président Tshisekedi a décidé d'élargir les prisonniers dits politiques et d'opinion, de fermer les lieux de détention non conventionnels et de garantir la liberté d'association et de manifestation, même si, bon, par moment, il est arrivé que l'on déplore de façon isolée, ça et là, des cas de personnes qui sont tombées, non parce que cela a été planifié, hier comme aujourd'hui, simplement parce qu'à certaines occurrences, il faut admettre qu'il arrive que certains abusent même par ce droit qui leur est reconnu, en posant des actes qui portent en tête à l'ordre public ou par moment n'observent pas l'itinéraire leur indiqué à cette fin par les autorités urbaines ou municipales selon les cas. Monsieur le Président, à côté de ces signaux forts, il a été institué une agence de prévention contre la traite des personnes et le Comité national de prévention contre la torture. C'est également dans ces palais où il a été recommandé à la RDC d'instituer un mécanisme national de prévention contre la torture. La dernière fois que nous avons été ici, nous avons promis cela à la communauté des Nations Réunies à ces palais que nous allions le faire et aujourd'hui c'est une réalité. Il en est de même de la traite des personnes qui se vit dans la partie nord-est de notre pays depuis un certain temps avec les mouvements massifs de certains Africains venus d'ailleurs qui aujourd'hui occupent la partie nord de la RDC avec un phénomène dit de les vers Mbororo où on trouve plusieurs nationalités et il se passe des choses horribles et par rapport à ça, on devait en tout cas de faire quelque chose que de laisser la situation continuer comme telle. Monsieur le Président, les personnes vivant avec handicap occupent désormais une place de choix dans les politiques publiques grâce à la nomination d'une ministre déléguée au ministère des Affaires sociales ayant spécifiquement à charge les sorts des compatriotes congolais vivant avec handicap. La lutte contre le pile travail des femmes et des enfants dans les mines et le respect des droits environnementaux des populations riveraines des industries extractives font partie des priorités du gouvernement qui est engagé sur la voie de l'adhésion de notre pays à l'initiative des principes volontaires de la sécurité
et du respect des droits de l'homme dans les industries extractives. Encore une fois, la recommandation nous a été faite ici. Depuis lors, en RDC, au niveau du gouvernement, nous avons fait adopter le fait que la RDC adhère aux 10 principes. Et petit à petit, nous allons nous conformer aux exigences requises à la matière pour effectivement jouer notre partition comme pays minier et éviter en sorte qu'à l'avenir, l'on puisse encore où on ait à déplorer les travers qui nous ont toujours été reprochés par la communauté des nations, à ce que la gouvernance minière, notamment sur le plan des droits de l'homme, n'était pas des meilleures en Afrique. Monsieur le Président, outre les actions entreprises par l'État congolais pour combattre les abus aux droits de l'homme, on attend relever les défis encore présents dans ce domaine, notamment en matière de pacification du pays, de la lutte contre l'impunité, de l'accès à la justice par les victimes, de la résolution des violences intercommunautaires, et c'est par la création et la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle à travers des structures respectives dont le Conseil national de prévention et de transformation de conflits dont j'ai parlé IAP. Et un fonds est en cours d'institutionnalisation au pays destiné aux victimes de violations graves des droits de l'homme. La dernière fois que nous sommes passés par ici, nous l'avions promis, et désormais c'est une réalité. Et nous pensons également que tous ceux qui sont avec nous, nos partenaires, notamment les Nations Unies, n'hésiteront pas de nous appuyer sur cette voie-là. Et Monsieur le Président, des actions spécifiques sont envisagées par le ministère ayant l'intérêt, la sécurité, la défense ainsi que les droits humains pour répondre à ces défis, dont une conférence sous-régionale relative à la situation des éleveurs Mbororo dont j'ai parlé tout à l'heure, prévue à la deuxième moitié de l'année en cours dans la ville du Siro, précisément dans la province du Haut-Touélé, en vue d'une solution durable concernant le peuple des éleveurs africains ainsi que le suivi des dossiers en instruction. Vous permettrez que je le précise à l'auditorat général des FARDC et à trait aux situations des experts des Nations Unies tués au Kasaï, au centre de notre pays, du ministère camerounais de l'Organisation mondiale de la santé, assassiné à Boutembo alors qu'il était là-bas pour des raisons humanitaires pour lutter contre le virus à Ebola qui a frappé la RDC, ce que nous déplorons à ces jours. Des tueries des Béni, aujourd'hui orchestrées par une nébuleuse dénommée ADEF, d'abord au départ habite au régime d'un pays frère qui est l'Ouganda, devenu ensuite s'installer en RDC dans le conflit des Rwenzori, inhérente où il ne se passe pas une semaine ou 2 semaines que l'on assiste à des tueries de masse. Et par les faits, nous en appelons également à la solidarité des nations parce que nous l'avons vu, de par le monde, personne n'a combattu le terrorisme seul. Et curieusement, sur cette question, la RDC est pratiquement celle comme si nous étions là pour ne pas être compris dans ce qui est un danger planétaire, pour ce qui est tout simplement un déni d'humanité. Parce que le terrorisme, où qu'il se déroule, devrait interpeller, vous permettez, Monsieur le Président, toute l'humanité. Il y a également la situation des tueries de Yumbi que nous avons enregistrées 2 mois avant les élections intervenues dernièrement en RDC. Et aussi, nous reconnaissons qu'il y a des problèmes à Minembwe et à Ituri pour lesquels nous sommes en train déjà de mettre des solutions en place. Par exemple, pour ne parler que de l'Ituri, un accord est imminent entre le gouvernement et la milice FRPI. Je ne parle pas d'ici pour faire la publicité, mais aussi une façon de dire aux Nations Unies que le gouvernement n'a pas ménagé aucun effort pour effectivement mettre un terme à ce cycle de violence qui se vit en Ituri depuis des lustres. Et en même temps, nous voudrions effectivement vous rassurer que les affrontements longtemps entre Pygmée et Batou et aussi ce que d'aucuns ont appelé triangle de la mort à Manono Mitwaba Pueto, c'est ici qu'il a été recommandé à la RDC d'envisager les solutions pour ne pas laisser les victimes sur les carreaux. Le fonds dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans le cas de justice traditionnelle, sera effectivement mis en contribution à cette fin parce que nous considérons, en ce qui nous concerne, qu'au-delà des responsabilités qu'il faudrait établir dans les milliers de miliciens qui sont innombrables, parfois difficiles dans la population, on se devait de ne pas laisser les victimes sur les carreaux, d'où la pertinence de l'objectif qui est celui du gouvernement actuellement, d'instituer un fonds destiné à l'indemnisation des victimes de violations graves des droits de l'homme.
ou que ce soit à travers la République du Congo. Monsieur le Président, je ne pourrais clore mon propos sans vous dire quelque chose, ou sinon à cette Assemblée, à ce qui concerne les droits socio-économiques. L'on retiendra l'accroissement du budget de l'État grâce à la lutte contre la corruption et à la gestion rationnelle des finances publiques depuis un certain moment, avec en toile de fond la rétribution imminente du revenu national pour combattre la pauvreté des masses. Une prouesse qui a contribué notamment à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement fondamental, avec la régularisation de la situation salariale des enseignants du secteur, l'adoption du plan national universel d'accès aux soins de santé, avec la régularisation de la situation salariale des médecins, ainsi que la revalorisation du solde des hommes en uniforme et assimilés. Y ajouter la prise en compte des aspirations de la jeunesse par la création massive d'emplois. Et à ces propos, nous bénéficions également du soutien de la Banque mondiale. Sans m'étendre dans les détails, je pense que dans les 2 ou 3 prochaines années, la République du Congo fera sienne toutes les stratégies qui permettent à ce que les jeunes soient au centre des politiques publiques. En guise de conclusion, je me répète, les chemins à parcourir pourraient être en phase avec les aspirations profondes des Congolaises et Congolais, qui le prédisposent effectivement à devenir un État de droit au cœur d'Afrique, est certes encore semé d'embûches, mais rien ne s'opposera à notre détermination à y parvenir, quel que soit le prix. Je vous remercie. I thank His Excellency Minister André Assebea, and now I have the honor of inviting His Excellency Mr. Dinesh Gunawardena, Minister for Foreign Relations, Skills Development, Employment and Labour.